Qui est propriétaire des éoliennes à l'issue des baux emphytéotiques, c'est-à-dire des baux à long terme? Ah là C'est là, le propriétaire foncier. voilà. Donc, J'avais, j'osais pas le dire, mais ah là 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 là. donc, donc, puisque quand le bail est fini, ou si la société fait faillite, Ou si le l'éolienne, propriétaire des éoliennes, ou si c'est l'éolienne ne le produit plus propriétaire du rien, foncier. c'est le propriétaire du Et foncier. donc, ce qui va se passer, c'est que avant, on avait une caution bancaire. Avant, on avait une provision. Après, on a une caution bancaire. Une caution bancaire à 50 000 euros pour le démantèlement. On a évalué les démantèlements entre 500 et 600 000 euros par mât éolien. Donc, quel est l'intérêt? Le promoteur qui loue les terres 10 000 euros, la petite parcelle, qui ne loue pas l'hectare. Non, non, Donc, non. il achète. Si on devait faire une cote mal taillée, c'est 10 000 euros pour. Ça fait cher l'hectare, hein, si on fait. Donc. Et le jour où il n'y aura plus de subvention, parce que ça va arriver, hein, on va faire en sorte, on va gagner. Ça, c'est inéluctable. C'est le sens de l'histoire. Ouais, Pas de ouais. problème, Non, on non, mais va c'est gagner. sûr. Oui, Voilà. je pense, oui. Moi, je vous annonce aujourd'hui, le 8 avril 2021, je vous annonce que dans les années prochaines Ouais, qui ouais. viennent, on fera en sorte qu'il y ait un plan de démantèlement des éoliennes existantes. On Mm, fera un plan démantèlement des éoliennes mm, euh, pour démanteler les éoliennes existantes. mhm, On peut pas laisser, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est mm, tellement une imposture qu'on peut pas laisser passer ça. mhm. Et on financera avec une taxe j'avais déjà proposé à l'Assemblée nationale, une taxe de démantèlement, c'est-à-dire commencer à provisionner les futurs démantèlements. Eh bien, le jour où on arrêtera les subventions à l'éolien, toutes les sociétés font faillite parce qu'elles sont D'accord. structurellement déficitaires. D'accord. Il n'y aura plus de propriétaires des éoliennes, si ce n'est les propriétaires fonciers. D'accord. Et donc, les gens qui auront les éoliennes sur leur terre, qui auront gagné 200 000 euros pour 20 ans, 250 000 euros, elles se retrouveront ruinées à devoir payer 500 000 euros de démantèlement. Voilà, c'est ça. Et au final, ce sera la collectivité Alors, qui sera d'accord. chargée de payer tout ça. Enfin, c'est absolument honteux. Absolument honteux. Ça répond déjà, ça anticipe certaines questions qui viennent, hein. Euh, ok, ok. Nos chers agriculteurs vont se retrouver de toute façon à terme propriétaires de plusieurs fils à Ah linge oui, de 150 mètres de haut minimum. Est-ce que on peut juste avoir un petit repère sur la durée de vie d'une éolienne le bah, top de l'éolienne, celle qui fonctionne le mieux là actuellement, elle est censée arrêter de fonctionner au bout de enfin, 25 ans, 25 ans. 25 ans, d'accord. Mais, Euh, en fait, pour une raison extrêmement simple, c'est que les rouages s'usent et que le facteur de charge qui était à baisse. 24% les premières années chute au fur et à mesure. Et il y a un économiste allemand qui a établi les facteurs de charge des éoliennes en fonction de leur durée de vie. Et on tombe là où on était à 24% la première année, on tombe à 15% au bout de 10 ans et 10% au bout de 15 ans. Donc, c'est pour ça que les éoliennes n'ont pas une durée de vie très longue. Donc, et ça en rajoute une couche de la pollution. Parce que dans le repowering, ils appellent ça le repowering, c'est-à-dire l'installation d'éoliennes, là où il y avait l'ancienne, on en met des plus grandes. Ouais, mais c'est pas Et ben, bien. vous ne pouvez pas utiliser le socle en béton que vous avez mis parce qu'il est trop petit pour Ouais, l'éolienne plus grande. ouais. Voilà. Donc, on Non, met le non, socle en béton à côté. On en rajoute. non, mais c'est. Donc, alors, je voudrais rajouter une chose pour les agriculteurs, le double effet qui se coule, c'est que non seulement les agriculteurs se retrouveront avec les éoliennes sur leur terre, dont ils seront propriétaires s'ils sont propriétaires exploitants ou locataires, mais en plus, leur exploitation agricole deviendra abordable parce que qui voudra d'une exploitation sur laquelle il y aura l'épée de Damoclès de démantèlement à terme. Ouais. Donc, je peux vous garantir que ça Non, mais va être chaud. Hein. c'est- Alors, ils se sont frottés les mains. Hein, ils ont dit on a un super coup. Vous savez, on a un
super coup, on va installer des éoliennes sur nos terres, ça va nous rapporter de l'argent. Et en plus, on aura une défiscalisation sur notre exploitation agricole. Bah, je leur souhaite bien du plaisir. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de réunions publiques avec des paysans et c'était tout à fait intéressant parce que je les voyais bien au premier rang, les agriculteurs qui mettaient des éoliennes sur leurs terres, qui disaient celui-là, on va se le faire. Et quand je, et quand je faisais mon topo, ils étaient tout blancs. Ah oui, ah oui, oui. Mais oui, oui, mais ça alors on rigole parce qu'en fait, l'humour comme le disait si bien Pierre Desproges, c'est la politesse du désespoir. Mais des personnes qui deviennent tout blancs, ça a un nom très précis, hein. Sur les 5 étapes du deuil, hein, ils font un chemin de deuil, hein, choc, colère, déni, marchandage. Vous avez des gens qui tournent en boucle là-dedans, on appelle ça de la dissonance cognitive. Mon ami Gilda, qui est juste à côté, a particulièrement bien travaillé sur la notion de dissonance cognitive. C'est les travaux de Léon Festinger, 1954, avec une dissonance cognitive particulièrement puissante pour le cerveau qui s'appelle la persistance des croyances réfutées. Il y a des gens qui tournent en boucle dans le choc, colère, déni, marchandage. Et pour les sortir de ça, il faut leur apporter des éléments factuels extrêmement précis. Il y a un temps de digestion. Et les gens basculent sur la quatrième étape qui s'appelle la dépression, ou plus communément appelée la lucidité, c'est-à-dire l'effroi. Mon Dieu, donc la première année, il faut 4 éoliennes pour donner la puissance d'une seule d'entre elles, puisqu'on est sur un facteur de charge de 24. Mais au bout de 10 ans, il nous faut 10 éoliennes pour pouvoir donner la puissance d'une seule d'entre elles. Donc même si C'est ça. l'éolienne fonctionne 25 ans, de toute façon, en moyenne, au bout de 10 ans, il en faut 10 pour donner la puissance d'une seule d'entre elles. Donc on est Alors, plutôt dans un 15 ans. rêve. Parce Allez, mais oui. 15 ans à l'échelle d'une vie d'agriculteur et de génération d'agriculteurs, qu'est-ce que 15 ans? Il suffit de regarder l'âge de nos enfants et se dire, mais 15 ans, enfin bon. Et l'idée, c'est de se dire que euh, ce, ce rêve éveillé d'avoir de l'argent qui tombe sans fin, non, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. C'est bon. euh, le principe de la jouissance, c'est que c'est bref et intense, hein. Et ça finit par s'arrêter de toute façon. Le réveil, il y a forcément des Ah, lendemains qui déchantent, hein. le réveil, Eric, Et ça va être va très être, très dur pour eux, hein, et va être forcément très pour dur, nous, hein. hein. Bien sûr, ça sera très dur. De toute façon, compte tenu des réseaux, compte tenu de ce que j'ai dévoilé, il y a des gens qui iront en prison. Voilà. Ouais. Tout. Bah oui, oui. Ah bah C'est oui, oui. pas plus compliqué que ça. Non, non. Moi, je suis assez serein là-dessus. Évidemment, c'est pas Ouais. possible. Quand vous voyez que vous permettez à un lobby industriel d'être présent au sein du ministère de l'écologie, c'est inacceptable. Quand vous voyez des milliards et des milliards et des milliards, il s'avère que j'étais un proche d'un ami qui est malheureusement décédé du Covid, qui était un très haut fonctionnaire, très très haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. Et avant de décéder, il m'a dit, mais Fabien, je t'ai entendu à la radio, j'ai lu ton bouquin, l'affaire Tapie avec Christine Lagarde, c'est du pipi de chat Ouais. à côté Ah oui, de oui. ces centaines de milliards avérés Oui. que tu as dévoilés. Il me dit, mais c'est la folie. Il me dit, je suis au cœur du pouvoir, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et tu as raison, c'est inacceptable. Ce sont des centaines de milliards d'euros qu'on est en train de nous dilapider. Ouais. Je peux vous assurer qu'un jour ou l'autre, tout ça sera rendu public encore plus qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on Ouais. commence à le connaître, mais voilà, et ce rêve éveillé, cette transition écologique, ben, ça terminera pour certains très très mal. Voilà, bon, Ouais. ben, c'est Ouais. tout. C'est pas aussi compliqué. Enfin, ça a été le cas en Italie, c'est le cas en Espagne, et ben, on en aura d'autres, on en aura Tout en à France fait. aussi. Il n'y a pas de raison. Tout à fait, tout à fait. Avec ce que je vis, ce que je vois, notamment dans les EHPAD, un peu partout à travers les pays de la Loire, hein. Je suis formateur dans les EHPAD. Je peux vous assurer que ça fait, avec les drames que je vois, ça fait mal au cœur.
Mais oui, oui, ça va se payer, c'est certain, c'est certain. On peut pas mentir tout le temps à tout le monde pour toujours, hein. Là, on dit que la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Bon, voilà, Mhm. la religion éolienne a vraiment pris un magnifique ascenseur. Mais bon, la vérité arrive, hein. Oui, oui. La vérité est têtue. Question suivante. Excusez-moi, j'ai une question à poser Alors, à Monsieur allez-y, Bouglet. Séverine. Oui, bien sûr. Je reviens sur le thème des agriculteurs. Lors du démantèlement, de la fin du contrat, et s'il devient propriétaire foncier et donc l'éolienne lui appartient, à la rigueur, il est libre de l'enlever ou de la laisser, puisque chaque propriétaire est plus ou moins libre quand même d'entretenir comme il le souhaite Oui, son terrain. oui. Donc, en fait, on ne peut pas l'obliger à démanteler l'éolienne, si? Alors, euh, normalement, il y a une législation qui oblige à démanteler l'éolienne après la fin de vie de l'éolienne pour le promoteur éolien. Le promoteur éolien est obligé dans la législation, et ça a été accru depuis la sortie de mon bouquin d'ailleurs, le ministère de l'écologie a fait un arrêté pour obliger un démantèlement intégral des éoliennes et une recyclabilité à 100%. Aujourd'hui n'est pas possible compte tenu des pales et des rotors aux terres rares. Oui, mais il peut s'enfuir. Enfin, je veux dire. Donc imaginez si le promoteur éolien s'enfuit et qu'on oblige le propriétaire à démanteler, on peut imaginer une législation qui obligera l'agriculteur à démanteler. Voilà. Oui. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on ne pourra pas laisser les éoliennes. Je ne vois pas comment on pourra faire Pour la sécurité, l'économie. déjà. Pour la sécurité, Voilà, déjà. pour la sécurité. Je ne vois pas comment on pourra faire l'économie d'une loi de démantèlement qui obligera les propriétaires des éoliennes à les démanteler. Alors, probablement qu'ils seront aidés financièrement, hein. Ils auront eu des aides pour. Je ne vois pas comment on pourrait faire pour trouver. Donc, il faudra bien qu'on. Il y aura probablement une loi, oui. Que si demain on dit qu'on arrête les subventions aux éoliennes, on va créer des faillites en cascade. Donc, effectivement, ces structures existantes vont disparaître. Donc, il y aura plus on ne pourra plus poursuivre. Donc, c'est vrai que là, les agriculteurs, ils auront quand même que leurs yeux pour pleurer. Enfin, d'accord, mais enfin, psychologiquement, imaginez je sais pas moi, une exploitation agricole de 200 hectares sur lequel il y a des éoliennes. Vous avez envie, vous, d'acheter une exploitation où il y a potentiellement 4-5 éoliennes installées qu'il faudra un jour démanteler? Ça va être dur à vendre, hein. Alors, sauf que peut-être que l'agriculteur ne vendra que les parcelles où il n'y a pas les éoliennes. Oui, c'est ça. Ils feront, et puis il y aura des petits halos de. C'est ça. Alors, je vous amène sur la question suivante. Alors, vas-y, Eric, j'ai une non, question. vas-y. Oui. Oui, juste une question. Vous me confirmez bien que la durée de la subvention de l'électricité produite par les aérogénérateurs est de 16 ans environ, c'est bien ça? Non, la durée des subventions, elle est le temps que c'est sur. Ça dépend des puissances d'éoliennes. Vous avez 16 ans, vous me surprenez. 16 ans. Parce que moi, c'est Non. ce qu'on avait pu vérifier, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. On avait fait venir monsieur, alors je crois de mémoire, c'était monsieur Butré de Vente Colère qui s'était déplacé sur la commune. Et Ouais. il expliquait que justement que les éoliennes étaient subventionnées, enfin la subvention publique était pour une durée de 16 ans. La durée du contrat. Oui, la durée du contrat. Oui, mais ça, la législation, elle a quand même vraiment changé, hein, et aujourd'hui, on a un prix garanti qui est sur 20-25 ans. Mais alors, comme nous, le dossier date de 2010, la durée du contrat qui a été
prescrite lors du projet, et ça sera celle qui devrait. Enfin, comment expliquer ça? En fait, s'il y a eu une nouvelle loi depuis… Elle n'est pas rétroactive, la loi, normalement, si. Alors, ça dépend vraiment des dossiers. Là, c'est un peu du juridique pur. Ouais. D'accord. C'est vrai que depuis 2010, il y a eu la suppression des ZDE. Oui. Il y avait les ZDE, etc. Là, je ne suis pas en mesure de vous répondre dans ce cas précis, pour votre cas précis, pour voir ça avec votre avocat. Là, je suis un peu démuni parce que tous les dossiers, ils ont leur propre spécificité en fonction de la date, etc. Je vous recommande d'aller voir Francis Monami et puis il vous expliquera où vous en êtes. Parce que là, en quelques secondes, c'est difficile d'avoir une précision qui s'impose. Vous avez dit Francis Bonami? Monami. Monami, d'accord. Ok. Justement, je vous propose la question suivante et on reste sur la thématique. Une éolienne peut-elle être recyclée ou pas? Écoutons les réponses, et je pense que vous avez déjà partiellement répondu, mais il y a peut-être quelque chose en plus à dire sur le contenu de ce qui est recyclable. Une éolienne peut-elle être recyclée selon vous ou pas? J'espère. Je ne suis pas persuadé. J'espère. Qui? J'y crois pas trop, parce qu'à ce moment-là, il devrait, quand l'éolienne est arrêtée, il devrait renouveler, en mettre une autre à la place, mais là, apparemment, ils veulent arrêter carrément le site au bout de la durée de, je ne sais pas combien, de 40 ans, ou la durée qu'ils ont prévue. Mais à ce moment-là, on en remet une autre à la place. Je ne vois pas pourquoi, le socle béton est toujours là. Moi, je ne vois pas comment une éolienne pourrait être recyclée, mais je ne m'y connais pas assez sur le sujet. Moi, j'aurais dit oui, mais c'est vrai que c'est très vague. Oui. Je crois qu'il y a un problème sérieux avec le recyclage des éoliennes, notamment les pales, et d'autre part, il y a le béton, toute la plateforme de béton et d'accès qui a servi à installer l'éolienne. Alors, moi, j'aurais presque envie de poursuivre, puisqu'on parlait tout à l'heure des propriétaires fonciers qui vont récupérer ce bien, ce fil à linge de 150 mètres de haut chacun. Je vais dire n'importe quoi, mais s'ils font tomber l'éolienne par leurs propres moyens, vraiment je dis n'importe quoi, je ne sais pas comment on peut faire tomber un engin de 150 mètres de haut. Est-ce qu'ils peuvent, avec leurs petits bras musclés, nos chers agriculteurs, démonter certaines choses, en recycler d'autres? Est-ce qu'ils peuvent valoriser ce déchet? Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Je ne sais pas. Alors, en réalité, c'est en Allemagne qui est un peu en avance sur nous en matière de désinstallation d'éoliennes, puisqu'elle a commencé sa politique d'installation d'éoliennes depuis 10 ans plus que nous. Et donc, les premières éoliennes qui arrivent en fin de vie commencent à être démantelées. En plus, en Allemagne, ils ont arrêté de subventionner les éoliennes. Donc, ça a créé des faillites et donc des désinstallations également. Le problème le plus important des éoliennes, ce sont les pales. Les pales d'éoliennes sont en fibre de carbone ou fibre d'époxy. C'est inrecyclable. Et si on les met dans des fours pour brûler, ça fait des fumées cancérigènes. Ça a été établi par des experts de la Bundeswehr qui ont établi que les fumées des pales d'éoliennes de fibre de carbone faisaient un cancer proche à celui de l'amiante. Bon. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, on savait, et quand j'ai publié mon livre, on avait on subodorait que les pales d'éoliennes partaient en Afrique, dans des décharges en Afrique. On n'avait pas de photos de décharges en Afrique. Et mon livre est sorti donc en octobre 2019. Et 3 mois après, quelques mois après la sortie de mon livre, j'ai trouvé des photos de Casper, dans le Wyoming, qui a en fait une décharge de pales d'éoliennes. Et Reuters a fait une
un article en février 2020, qui est d'ailleurs réutilisé régulièrement sur les sites internet, où on voit, vu de haut, des centaines et des centaines de pales d'éoliennes alignées les unes contre les autres, enfouies dans la terre. Ah ouais. On voit bien que ce n'est pas du tout écologique. Alors peut-être que Greenpeace pense peut-être qu'en plantant des pales d'éoliennes, on va avoir des jolies fleurs, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Le socle en béton, il y a quand même aux alentours de 1000 tonnes de béton et 50 tonnes de ferraille. C'est à peu près du béton armé comme les bunkers des murs de l'Atlantique. 50 ans après, on n'est pas allé les démanteler, hein, les bunkers allemands. Hein. On ne les a pas mis au marteau-piqueur. Hein. C'est impossible. Et en plus, ils ont des parties creuses, hein, puisque c'est des bunkers. Hein. Mais alors là, on parle de... Ah, là, on parle d'un gros bloc. Hein. Donc alors, les promoteurs nous disent on va les enlever. Rassurez-vous, on va les enlever. Alors, la loi dit on va les enlever. Enfin, sauf que la législation prévoyait que les socles soient rabotés à hauteur d'1 mètre par rapport au niveau du sol. Ouais. Alors, ce qu'ils ont fait, vous constaterez que dans toutes les photos des socles en béton, on voit que le socle n'est pas apposé par rapport au niveau du sol, mais apposé 1 mètre à 1,50 m en dessous du niveau du sol. Comme ça, ils n'ont pas à raboter le socle en béton. C'est des filous, hein, ils nous... Voilà. Et puis enfin, la nacelle, qui est les aimants au néodyme, qui est donc cette terre rare utilisée, eh bien, bon, là, il y a du cuivre, il y a des métaux qui sont recyclables. Mais la particularité des métaux, des terres rares, des métaux rares, c'est qu'ils ne sont pas recyclables. Parce que le coût du recyclage des terres rares est supérieur à la valeur brute de terres rares. D'accord. Donc, on n'arrive pas à avoir un système de recyclage qui rende le coût de ces métaux rares inférieur au prix du tarif brut de métaux rares qu'on irait acheter en Afrique, en Chine. Voilà. Donc, non, c'est véritablement un symbole de la transition écologique, absolument pas écologique. Vous voyez, c'est tout le paradoxe. Est-ce qu'il y a une question, est-ce que si on a un commercial, un représentant comment dire, de société d'aérogénérateurs qui nous dit si c'est recyclable, dans l'avenir on pourra... Oui, dans l'avenir, avec des si, voilà, il y a des projets. On peut mettre Paris en bouteille. Ou même, depuis quand on établit une politique énergétique d'un pays avec des si. Oui, on va recycler. D'ailleurs, Vestas a fait un communiqué de presse il y a quelques années en disant on est en train d'étudier la possibilité et on va réussir à recycler les pales d'éoliennes à échéance 2040. Ah non, mais vraiment, c'est vraiment du foutage de gueule. Ou alors c'est ah oui, mais on met des éoliennes, mais on vous assure, demain, on aura trouvé le système de batterie qui nous permettra de faire de maintenir l'électricité, enfin de conserver l'électricité avec des piles géantes. Non, voilà, s'il n'y a pas la technologie, il n'y a pas la technologie. On n'établit pas une politique énergétique d'un pays avec toutes les conséquences que ça a en termes d'industrie, en termes de sécurité électrique pour nos concitoyens, avec des si et des il faut qu'on, il faut qu'il y a qu'à. Ça n'a aucun sens. Hein, c'est pas possible. Non, les éoliennes ne sont pas recyclables, sauf le mât en ferraille. Oui. Voilà. Non, je pense que vous répondez très bien. De toute façon, les promesses ne valent que pour les personnes qui les écoutent. En plus, si on part sur de l'imaginaire, de la croyance, de la foi, un jour viendra. Bon, mais vous avez parlé d'un élément très intéressant, c'est que le coût de recyclage, et là on part sur du chiffre, le coût de recyclage des terres rares est de toute façon supérieur à son extraction. Comment dire, donc on peut tout simplement demander, voilà, on peut tout simplement poser la question, donnez-moi le nom de l'usine qui s'occupe du recyclage. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque factuellement, il faudra bien que ce commercial dise ah bah c'est dans telle usine à tel endroit, oh quelle belle nouvelle, c'est merveilleux.
mais c'est impossible. Ce sera forcément, C'est ça. il sera forcément démasqué au bout de sa réponse, quoi, à justifier l'injustifiable. On continue. 8e question. Qui peut s'occuper du démantèlement et pour quel coût? Pareil, on a déjà répondu. Écoutons les réponses de nos invités. S'occuper de son démantèlement et pour quel coût? J'espère que le propriétaire de l'éolienne se charge de ça. Le coût, par contre, aucune idée. J'espère que c'est eux qui payent aussi. Les installateurs et ne rien demander justement aux propriétaires des terrains, mais c'est en suspens. La société qui l'a montée? Ou l'État? Je pense que ce serait plus à la société qui l'a montée, puisque c'est elle qui a fait le travail, donc qu'elle démontre ce qu'elle a fait. Je ne sais pas trop. Je pense une société spécialisée, et puis alors le coût, j'en ai aucune idée. Je ne connais pas la réponse. Je pense qu'il doit y avoir une difficulté le jour où le démantèlement est nécessaire. Je ne connais pas la réponse. Donc encore bien des interrogations, mais vous voyez, vous avez déjà répondu et on sent bien, une fois de plus, c'est la démonstration de ce bon sens. Il y a des personnes qui se disent, ça va retomber sur les bras du propriétaire foncier, cette histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on a Non, oublié? je rajouterais juste en utilisant la phrase de François Hollande, qui est quand même le plus grand promoteur éolien qui soit en France. Je vous rappelle quand même que le soir de son élection au Conseil général, il avait une petite éolienne sur son bureau. Quel symbole! Ouais. Il avait dit, je crois, la phrase c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Voilà. Ouais. Donc, pas à propos des éoliennes, mais d'une manière générale. Donc, je crains malheureusement que, à terme, le jour où on mettra en place ce plan de démantèlement, eh bien, il faudra que l'État mette la main à la poche. Voilà. C'est triste, mais on ne pourra pas laisser ces monstruosités abîmer la France et continuer à abîmer la France comme ça. On fera ça sur plusieurs années, hein, mais il y a un moment, il faudra bien qu'on aide. On ne pourra pas laisser. Voilà. Et enfin, on trouvera peut-être une solution. Hein. Et comme on dit dans la Silicon Valley, et comme ça a été incroyablement repris depuis, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, alors, 9e question, qui paye pour construire une éolienne? Qui en est propriétaire? Écoutons les Qui paye pour réponses. construire une éolienne et qui en est propriétaire? Je ne sais pas. Les communes, du coup? Si c'est pas l'installateur? Par rapport à la première question de tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un partage des tâches au niveau des communes, après de l'installateur. Et voilà. Après, je ne sais pas plus. Ouais. Département, je sais pas. Je ne sais pas. Je dirais que c'est le promoteur qui en est propriétaire, mais je ne suis pas sûr. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure de holding, mais techniquement, ça coûte combien une éolienne? Et d'où vient l'argent? Il y a des gens qui ont un intérêt entre la société qui vend le pack, qui vend... En fait, le principe, il est simple. C'est que à partir du moment où vous avez un tarif de rachat garanti des éoliennes sur 20-25 ans, les banques vous prêtent de l'argent. Et donc, vous avez un effet de levier très important, c'est-à-dire que il suffit que vous ayez 100 000 ou 200 000 euros et vous pouvez financer une centrale éolienne, de plusieurs éoliennes, puisque la banque vous financera à un taux d'intérêt X
le coût d'installation de ces éoliennes puisqu'il y a un prix garanti. Donc, c'est la banque, en fait, qui finance, c'est les banques qui financent les promoteurs éoliens, tout simplement. Ils ne donnent pas d'argent, les promoteurs éoliens, ils financent tout. Ensuite, vous avez un partage des tâches. C'est ce qui a été signifié par un des interlocuteurs. Tout d'abord, vous allez avoir des commerciaux. Donc ça, vous allez avoir des sociétés dont le métier, ça va être de faire signer des promesses de baux amphithéotiques. Cette société, elle peut travailler pour une marque qui va être un promoteur éolien. Ce promoteur éolien, il va se charger, il va être souvent, on dit promoteur, mais il va être développeur. C'est celui qui va installer les éoliennes sur une parcelle de terrain jusqu'à obtenir l'autorisation finale, jusqu'au raccordement. Et ce développeur, il peut avoir un modèle économique qui va être de revendre le parc éolien. En fait, le promoteur éolien, il va s'occuper uniquement de l'ingénierie, de l'intelligence du dossier. Après, il va déléguer à des sociétés spécialisées le soin de faire la maintenance des éoliennes. Donc concrètement, c'est quoi un promoteur éolien? C'est quelqu'un qui a un bureau à Paris, en Allemagne, à Cologne, en Italie, qui dit de loin, il dit tac, il prend une carte de France, il dit tiens, on va mettre des éoliennes là. Une fois qu'il a fait tout le dossier administratif, vous en êtes au cadre de l'enquête publique, il a obtenu l'accord de la préfecture. Et là, soit il décide de conserver le parc éolien, dans ce cas-là, il sera le producteur d'électricité avec sa holding à Cologne, par exemple, et ses filiales en France. Donc, le propriétaire du parc éolien, c'est celui qui va toucher l'argent des éoliennes. Mais en réalité, le propriétaire in fine, ça va être celui qui loue les terres. C'est-à-dire l'agriculteur qui va, l'agriculteur exploitant, propriétaire exploitant, c'est lui qui va être propriétaire des éoliennes à terme. C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas bien compris. À terme, c'est le propriétaire de la parcelle qui sera propriétaire. Parce qu'en fait, tout propriétaire du fonds est propriétaire tout propriétaire du foncier est propriétaire de ce qu'il y a dessus. Donc voilà, et c'est là la petite subtilité. En réalité, le promoteur éolien, il est juste propriétaire du bénéfice du tarif subventionné. Oui, en fait, vous avez deux propriétaires. Vous avez un propriétaire de la rentabilité et un propriétaire des emmerdements. Pour dire les choses de façon plus... C'est pour ça, et c'est bien la raison pour laquelle ils louent les parcelles. Ils les achètent pas. Comme ça, ils n'achètent pas les emmerdements. Non, mais c'est tragique, ouais. C'est tout à fait spectaculaire, quoi. Non, mais moi, très clairement, je suis totalement hostile aux éoliennes, mais je dois avouer que dans la mécanique, c'est plutôt bien huilé. Ah oui. C'est bien fait, hein, c'est bien ficelé. Oui, mais à mon avis, le jour où ça ne marche pas, quand ça ne va pas marcher, je peux vous garantir que ça va très mal se passer. Oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est un véritable braquage. Le pauvre agriculteur n'est pas conscient qu'il est dans la voiture devant la banque en train de laisser le moteur tourner et que l'équipe est partie avec par la porte de derrière et que quand la sonnerie va se déclencher, c'est lui qui va se faire coffrer. Il n'est même pas au courant que c'est un braquage d'ailleurs. Il transporte une bande de copains. Mais faut pas... Je dis ça, mais en même temps, faut pas se moquer des agriculteurs parce que... Ah non, mais moi pas vous. Hein, non, je me moque pas. Je dis que globalement, si on étudie bien la mécanique, le marketing des promoteurs éoliens, le langage commercial, la façon dont ils attirent. Tout à fait.
par exemple, la façon d'organiser les réunions publiques, plutôt des jeunes femmes. Mais Donc, oui, c'est les femmes qui sont les animatrices, avec un ce sont petit les hommes qui accent. sont les experts. Voilà. C'est plutôt des jolies filles. Voilà. On va essayer de séparer les gens si on sent qu'il y a des agitateurs. Il y a Tout à fait, la tout à fait. mécanique marketing, etc. Tout ça est très, très bien organisé et centralisé. Et c'est ça qui est fort. Hein. Ouais, non, mais C'est ça on qui est, est très on est fort. bien d'accord. Hein, je sais, et je sens bien votre respect pour eux, justement. Mais c'est pour ça qu'il faut les informer, quoi. Alors, j'avance sur la 10e, avant-dernière question, mais en fait, on a déjà répondu à cette question sur le taux de puissance injecté dans le réseau par rapport à son taux de puissance prévu. C'était la fameuse question du facteur de charge. Pour le principe, je vous fais quand même écouter les réponses. Quel est le taux de puissance injectée d'une éolienne dans le réseau électrique par rapport à la puissance installée prévue? D'accord. Je ne sais pas. Elle est capable de produire un volume X d'électricité quand elle est construite, mais quelle est la quantité qui est au final injectée dans le réseau? Non, aucune idée. Ignore totalement le sujet. Je sais pas non plus. Moi non plus, je ne sais pas. Aucune idée. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse précise. Encore une fois, j'imagine que c'est faible. Ah, bon, on a déjà répondu à cette question. Si vous avez des choses à préciser, moi je reviens toujours là-dessus. Hein. Même quand les gens ignorent intuitivement quand même, nos dernières Alors là, invités. je vais juste rebondir pour partir après sur la 11e question, mais on a fait un sondage avec l'association Documentaire et Vérité qui prépare un documentaire qui va être probablement diffusé à l'automne sur le ratio qu'il y avait entre la connaissance sur les éoliennes, donc ils ont fait une quinzaine de questions, et l'acceptabilité. Et ils se sont vraiment rendus compte que moins les personnes avaient de connaissances sur les éoliennes, plus elles étaient susceptibles d'accepter les éoliennes. On voit que la faiblesse de la connaissance, objective, hein, avec des questions assez proches de ce que vous avez posé, par rapport à l'acceptabilité, eh bien, montrait que plus on connaissait, plus on avait d'informations sur les éoliennes, moins on les acceptait. C'est intéressant parce que c'est la question, en réalité, qui est au cœur du débat. C'est qu'en réalité, les fake news des promoteurs éoliens participent de l'acceptabilité sociale potentielle et prétendue des éoliennes. Et c'est là sur lequel il faut vraiment combattre et il faut donner de l'information. C'est ça l'objectif de mon livre, c'était de donner l'information. D'ailleurs, c'est une information objective, documentée, qui n'est pas contestée. Je n'ai pas eu de procès, pourtant citer des gens, je n'ai pas eu de procès et personne n'a remis en cause une seule ligne qui est écrite dans mon livre. C'est vous dire, actuellement, à l'heure des fake news et de la contestation des fausses informations, c'est quand même plutôt une prouesse. Ouais. Mais après, j'ai à cœur, pour ce qui me concerne, de donner que des informations précises, documentées, internationales et non polémiques. Donc, voilà. voilà. Et vous faites ce que l'on appelle de l'intelligence. En latin, on ne le dira jamais assez parce qu'on confond intelligence et QI. QI qui est une notion de plus en plus étrange, floue, qu'on laisse de côté. Intelligence en latin se dit interlegere, faire des liens entre. Faire des liens entre, et bien sûr, entre des éléments factuels précis. Quand vous reliez des faits, vous faites de l'interlegere, vous faites de l'intelligence. Et on ne peut pas dénouer des liens qui ont été faits sur de l'interlegere. Que ce soit pour une recette de cuisine, apprendre à conduire, faire une partie de cartes avec ses amis ou faire des liens entre des faits sur tout ce que l'on vient d'expliquer. Il nous reste une dernière question et puis ensuite on va passer aux questions de la salle. Mais c'est votre livre, c'est un concentré d'interlegere. Et après, on laisse les gens tranquilles. Les gens sont intelligents. Il leur faut juste de la matière.
Ils sont particulièrement intelligents et capables. Dernière question. Si on installe un maximum d'éoliennes, est-ce qu'on pourrait réduire, voire faire disparaître les centrales nucléaires? Qu'en pensent nos invités? En installant un maximum d'éoliennes, pourrait-on faire baisser le nombre de centrales nucléaires, voire les faire disparaître à terme? Je ne crois pas. Ou alors, il y a plus Bah, d'arbres. Moi non plus, dans le sens où, enfin pas immédiatement, puisqu'il y a quand même des reportages qui ont été faits et la France, entre autres, va plus vers le nucléaire et l'éolien pour l'instant est pas en première ligne, quoi. Il y a certains projets, mais sur ce que j'ai vu, moi, personnellement, on n'est pas prêt de sortir du nucléaire. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Personnellement, j'y crois pas du tout. Mais bon, vu l'optique qu'ils prennent à l'heure actuelle, les voitures électriques, etc., la consommation d'électricité augmente. Donc, sans production, l'éolienne me paraît dérisoire par rapport à une centrale nucléaire. Il me semble avoir entendu sur un reportage que si on n'avait que des éoliennes, on serait obligé d'aller se fournir ailleurs, en dehors de la France. Je n'ai pas de réponse concrète. Oui, je pense. Je ne pense pas. Je crois qu'il faudrait une telle quantité d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire que la moitié de la France serait couverte. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Il n'y a pas d'exagération dans ce propos. Il faudrait ajouter que la multiplication d'éoliennes devrait être accompagnée de la multiplication d'usines au charbon, au gaz et au pétrole. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire sans. J'ai fait un petit calcul, parce qu'on nous parle de l'EPR de Flamanville. Il faut savoir que, compte tenu du facteur de charge d'une centrale nucléaire, à peu près 70%, j'ai pris le facteur de charge de l'intégralité des centrales nucléaires françaises. Hein. On va dire, on prend le chiffre de 70, qui est le dernier parce qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires en maintenance. Si on prend 70% de facteur de charge pour la production électrique attendue de l'EPR de Flamanville, eh bien, ça correspond, en prenant le facteur de charge à 25% pour les éoliennes terrestres, ça correspond à la production de 4000 éoliennes d'un mégawatt. 4500 éoliennes d'un mégawatt. D'accord. Donc, pour produire simplement ce que va produire l'EPR de Flamanville, il faudrait 4500 éoliennes d'un mégawatt. Et sur le territoire français, il y a 8000 éoliennes. Alors, qui sont parfois de plus de 2 ou 3 mégawatts. Mais c'est vous dire que, en fait, en réalité, c'est juste impossible. Ouais. Quand on nous parle d'un scénario 100% énergie renouvelable, c'est même pas en rêve. Ça n'existe pas. Ce sont des menteurs, ceux qui envisagent cette hypothèse. D'accord. C'est simplement irréaliste. Nicolas Hulot en fait état, c'est irréaliste. Ça n'est pas vrai, c'est du mensonge. D'accord. Ça, c'est grave. Voilà, ça, c'est important. Je rappellerai en outre que 80%, ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Ouais. Je rappellerai en outre que 80% de l'électricité française est décarbonée. Nous sommes le pays le plus en avance en termes de transition écologique, puisque nous n'émettons pas de gaz à effet de serre pour notre électricité. Sur electricimap.org, la France est en vert, à côté de l'Allemagne qui est en marron. Il faut savoir que l'Allemagne, avec ses usines au charbon et ses éoliennes, donc l'éolienne représente 30% de la production électrique allemande, et le charbon à peu près 30%, produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. 10 fois plus. Ça, ce sont des éléments sourcés et chiffrés. Et le pire dans l'affaire, c'est que les particules fines et les gaz à effet de serre qu'on a en France, les surplus qu'on a,
alors, qui sont liés à nos usines au gaz, au pétrole, mais qui sont aussi liés aux fumées des usines au lignite et au charbon qu'on reçoit en France des vents d'Est. C'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui nous envoie sa pollution d'usines au lignite et au charbon. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque il y a eu le Covid en mars dernier, eh bien, alors qu'il n'y avait plus de voitures en région parisienne à circuler, nous avions toujours le même taux de pollution aux particules fines, qui étaient en fait les pollutions qui venaient des vents d'Est. Donc, c'est une imposture, tout ça. L'énergie wind qui vient de l'Allemagne est le pays le dernier de la classe au niveau mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre et qui nous fait la leçon au niveau de la Commission européenne pour nous imposer l'arrêt de nos centrales nucléaires qui font que nous n'avons pas de problème de santé au niveau ventilatoire, au niveau de la respiration liée aux particules fines, au charbon, au pétrole et au gaz, comme peut avoir l'Allemagne. C'est là le paradoxe. La France est championne du monde de la décarbonation grâce à son électricité électronucléaire. Et ça, c'est un fait avéré au niveau mondial. Même Bill Gates est en train de le dire. Le GIEC vient de le signifier. Beaucoup d'écologistes allemands viennent de le dire. Donc, on est au cœur de l'enjeu. On ne peut pas remplacer, et on ne doit pas remplacer une électricité décarbonée par une électricité intermittente qui doit être compensée par du pétrole et du gaz. Ça n'a aucun sens. Ouais. Non, mais tout à fait. Et c'est important, les chiffres que vous nous donnez sont importants parce que pendant quelques secondes, on pourrait se dire, il y a des gens qui font des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Et on pourrait presque se dire, allez, il y a une sorte de délire, ils ne réalisent pas. En fait, non. On a suffisamment d'éléments chiffrés pour savoir qu'il y a zéro délire. Il y a des gens qui mentent calmement, les yeux dans les yeux, lorsqu'ils nous vendent de l'éolien pour supprimer le nucléaire. C'est plus du délire, on est au véritable stade du mensonge avéré, calme et construit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très clair. L'Allemagne n'a pas intérêt à ce que nous continuions notre électricité nucléaire. Pourquoi? Parce que nous vendons notre électricité nucléaire d'un point de vue industriel, parce que nous avons des excédents électriques que nous pouvons vendre en Europe, tandis qu'en dénigrant notre électricité nucléaire, elle nous impose d'installer des éoliennes. Et nous n'avons plus d'industrie éolienne, parce que nous avons vendu Areva et nous avons vendu Alstom. Nous n'avons plus de turbines éoliennes. Oui, la France championne olympique pour détruire ses atouts et ses bijoux de Exactement. famille, comme d'habitude. Hervé Macheneau, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'Union du Cercle Interallié, on a fait une rencontre et une table ronde en septembre 2020, il y a quelques mois, explique que 55% des promoteurs éoliens en France sont étrangers et 2 tiers sont allemands. Voilà. La France est en danger de souveraineté électrique. Il faut bien avoir conscience de ça. C'est un vrai enjeu. L'Allemagne a infiltré avec l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est un lobby industriel allemand, qui est abrité dans les locaux du ministère de l'écologie français et financé par le ministère de l'écologie français. L'Allemagne a intérêt à dénigrer notre électricité électronucléaire pour vendre son électricité d'origine éolienne. C'est ça l'enjeu. C'est un enjeu de souveraineté électrique. Voilà. Alors, mes amis me font signe qu'il nous reste très peu de temps. Ils ont 2 questions à poser. Allez-y les amis, parce qu'effectivement, j'ai peur que ça coupe dans quelques minutes. Oui, alors M. Boublé, merci parce que vous nous avez beaucoup éclairé sur le sujet. J'ai une certaine connaissance, mais là, ça confirme ce qu'on pensait. Moi, la question que je me pose, c'est comment nos élus et surtout comment nos politiques peuvent se faire abuser à un tel point. Et pourquoi ce dogmatisme systématique? Comment les aider? Alors, c'est une question qui m'est posée systématiquement. Systématiquement.
Alors, je distinguerai les élus locaux, hein, j'en fais partie, je suis élu de ma commune, des élus nationaux. Pour les élus nationaux, ministres, députés, présidents, ministres, etc., vous avez plusieurs phénomènes, vous avez plusieurs raisons. La première raison, ça va vous sembler bizarre, mais c'est un manque de temps. Nos élus sont dans un tourbillon de vie où leur capacité d'analyse est très court-termiste, si je pouvais résumer ainsi. Et donc, ils n'ont pas le temps d'analyser la situation. Première chose. Donc, comme ils n'ont pas le temps, ils sont entourés de conseillers. Ces conseillers sont eux-mêmes entourés en deuxième cercle de lobbyistes qui les manipulent, qui leur envoient des messages contradictoires et mensongers. Ça, c'est les lobbyistes des promoteurs éoliens. Ça, c'est la catégorie des conseillers qui sont manipulés par les lobbyistes. Et puis, vous avez les conseillers ou les proches d'élus importants qui sont corrompus, qui sont payés, quoi. Voilà. Donc, tout ça, si vous voulez, ça éloigne le pouvoir central, de l'information réelle et objective. Et ça laisse la place aux lobbies et au pouvoir des lobbies qui sont extrêmement puissants. D'ailleurs, Stéphane Bern, dans une interview récente à Russia Today News, explique qu'il en parle avec Emmanuel Macron et qu'il a le sentiment, il l'exprime comme ça, hein, Emmanuel Bern, que Emmanuel Macron n'a pas les coups des franges pour décider dans son propre pays en tant que président de la République. Il le dit, hein, quand même. Et sur le local. Donc, sur le local maintenant, eh bien, vous avez le même phénomène, mais en plus dilué. Vous avez la peur de ce que va dire l'autre. Vous avez un système qui est très concentré aujourd'hui dans les élus locaux. Si vous êtes une voix déviante, vous êtes vite considéré comme un canard boiteux. Donc, vous avez une certaine corruption mondaine et morale. Hein. Maintenant, je trouve que par rapport à il y a quelques années, les élus locaux maintenant ont une sacrée verve anti-éolienne. J'ai l'impression qu'il y a un renversement. Là, par exemple, les présidents des maires de l'Orne qui a envoyé une lettre carabinée en disant qu'il ne voulait plus voir de promoteurs éoliens chasser des terres. Et donc, on a un renversement. Moi, dans l'Indre, l'autre jour, j'ai fait une conférence. Eh bien, j'étais très heureux de voir aux deux premiers rangs des élus avec leurs écharpes tricolores. Et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis 1 ou 2 ans, qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et donc ça, c'est un élément nouveau, une vraie prise de conscience. Et puis surtout aussi, pour les élus locaux, des anti-éoliens qui ont tout simplement pris des communes. Et là, il y en a plein. Et ça, c'est très agréable. Merci. Merci. Moi, j'ai une dernière question. En fait, notre municipalité nous a dit que voilà, il y allait y avoir des éoliennes parce que c'est écologique. Bon, on a bien compris que ça ne l'était pas. Mais pour le maire, c'est écologique et ça rapporte à la municipalité. Donc, c'est surtout en fait un gain pour la commune. Sauf que la commune dans laquelle nous sommes dépend d'une communauté de communes. Oui. Et nous sommes la plus petite commune de la communauté de communes. Alors, on a entendu dire que de toute façon, en fait, c'était au prorata. Oui, la commune aujourd'hui, y compris la commune qui a les éoliennes sur ses propres terres, n'est pas la commune qui va forcément toucher le plus dans le dossier. C'est la communauté de communes qui va toucher le plus d'argent dans cette opération. Ça a glissé progressivement au cours des années. C'est là où je vous dis que la législation depuis 12-15 ans évolue véritablement. Et elle évolue vers un amoindrissement du pouvoir des communes dans la décision sur l'implantation d'éoliennes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, les communes avaient vraiment du poids pour imposer ou pas les éoliennes, ou refuser les éoliennes. Plus les communes contestent,
moins on leur donne la possibilité de contester ces éoliennes. Alors nous, on a aussi proposé, c'est ce je vous suggère de faire, c'est l'opération Géranium, qui consiste à envoyer aux maires des communes concernées, et en particulier à votre maire, mon bouquin en recommandé, avec un courrier d'accompagnement. Je pourrais envoyer à Eric un modèle en disant, on vous envoie le bouquin, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas l'information sur les connaissances des enjeux de ces éoliennes lorsqu'il y aura des recours juridiques, civils, pénals et administratifs. Voilà. Vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissiez pas. Ce livre, mon livre a été envoyé à beaucoup de préfets sur ce modèle-là, à des députés. Tous les députés, j'ai obtenu grâce à mon éditeur que l'éditeur fasse un prix vraiment très, très raisonnable. Et j'ai pu financer 1000 bouquins qu'on a déposés à tous les députés et tous les sénateurs. Aujourd'hui, tous les députés et sénateurs ont eu le livre, un certain nombre de conseillers généraux, un certain nombre de préfets, et on voit que progressivement, ça progresse. Donc, je vous conseille fortement, pas pour vous vendre un livre, hein, mais c'est très efficace, envoyez un livre à votre maire pour lui montrer, et vous verrez, il y a des retournements. Il y a partout en France des retournements lorsque les élus ont l'information. Parce que c'est ça qui leur manque. Parce qu'ils sont confrontés à l'appétit vorace des promoteurs éoliens qui n'hésitent pas à envoyer des commerciaux très efficaces et à organiser des voyages touristiques à l'étranger pour aller voir, je ne sais pas moi, des jolies Hollandaises. Voilà. Ok. Mais le préfet de Loire-Atlantique, lui, il est vraiment pro-éolien. Donc, voilà. Je sais, celui de Vendée, c'était pareil. On va l'aider par l'intermédiaire des élus en qui on doit quand même garder confiance. C'est des postes lourds et compliqués. Il faut miser là-dessus aussi, il faut parier là-dessus. On est sur la dernière minute avant que ça coupe. Je suis désolé, on va s'arrêter là. Bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite de ne rien lâcher. Ne lâchez pas votre combat. Je suis avec vous, je suis pas loin. Lorsque les beaux jours arriveront et qu'on n'aura plus cette problématique sanitaire, je me ferai un plaisir de venir vous voir et faire une réunion si cela est nécessaire. Mais je ne peux que vous encourager et continuer à vous inciter à propager la bonne parole en la matière. Voilà, ne lâchez rien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.